Donc cette catégorie du tragique m'intéresse pas simplement parce que je m'intéresse à la mythologie grecque et au grand tragique grec, mais parce que c'est une idée qui est très intéressante et qui, je trouve, dans la période actuelle, a du sens. Aujourd'hui, on est cerné, en tout cas c'est le sentiment que j'ai, par deux autres catégories que je n'aime pas, celle du pessimisme et celle de l'optimisme, que je trouve toutes les deux aussi niaises l'une que l'autre, d'une grande bêtise pour être franc. Voilà, on a à la une de la presse certains de mes amis, d'ailleurs que par ailleurs j'estime et j'affectionne, mais c'est vrai que ce discours à jet continu sur l'identité perdue, les frontières, et le fait que tout foule, quand tout ça me sort par les oreilles, et puis de l'autre côté, alors généralement c'est en effet le monde intellectuel qui est, oh là, le monde intellectuel tout entier qui s'est réfugié dans le pessimisme et dans l'idée que tout fout le camp, comme disait mon ami Gerfagnon, laudator temporis acti, éloge des temps révolus, lui traduisait par c'était mieux avant. Alors suicide français, identité malheureuse, enfin on croule sous le pessimisme des intellectuels. Et puis de l'autre côté, catégorie à mes yeux aussi stupide, on a l'optimisme des chefs d'entreprise, avec un mot qui revient en permanence, la confiance, comme si c'était le fin mot de la crise et comme s'il suffisait d'avoir confiance pour que les problèmes du monde soient résolus. Ce qui est aussi stupide que le pessimisme. Et je trouve que ces deux catégories sont d'une grande niaiserie et que la catégorie du tragique est un milliard de fois plus profonde et plus intéressante. Je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Le modèle, c'est Antigone. Le modèle, c'est Oedipe, le père d'Antigone, mais surtout Antigone elle-même, qui est un personnage fascinant, qui a suscité des centaines de milliers d'articles dans le monde, qui a suscité des quantités d'interprétations de tous ordres, évidemment féministes, mais pas seulement. Antigone est un personnage fascinant. Son père, Oedipe, est un personnage tout aussi fascinant. Le fameux complexe d'Oedipe de Freud n'a malheureusement aucun rapport avec Oedipe, ou en tout cas très 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 lointain. Mais en revanche, dans ces deux personnages antiques, Oedipe et Antigone, on voit apparaître cette catégorie philosophique qui est la catégorie du tragique et qui est absolument passionnante. Les références, si vous les voulez, il y en a énormément, c'est quasiment sans fin. Mais si vous voulez avoir les matrices, les trois pièces de théâtre les plus importantes, donc on est au VIe siècle, ce sont les trois pièces de Sophocle, plus une pièce d'Échille. Alors les trois pièces, vous pouvez lire ça pour ceux qui n'ont pas lu ça, les étudiants, et même peut-être pas que les étudiants, c'est des petites choses, ça fait 60 pages. En 2 jours, vous êtes, même pas 2 jours, que dis-je, en une après-midi, vous êtes super cultivé si vous avez lu ça, donc profitez-en. C'est Oedipe roi. Oedipe roi, donc c'est la naissance d'Oedipe et ses malheurs. Oedipe à Colonne, c'est la mort d'Oedipe. Donc tout ça, ce sont 2 pièces de Sophocle. Colonne, je vous rappelle, ou je vous le dis si je ne vous le rappelle pas, Colonne, c'est simplement une banlieue d'Athènes. C'est là qu'Oedipe va mourir. Il va être emporté par les Érynies, par ces divinités atroces, les bienveillantes, ces divinités affreuses qui punissent les crimes commis dans les familles. Et puis évidemment, la 3e pièce essentielle, c'est Antigone, qui est le sommet à mes yeux de la dramaturgie tragique, des pièces tragiques. L'Antigone de Sophocle, c'est vraiment une merveille. En plus, ça se lit vraiment très très bien, c'est même pas ennuyeux. Simplement, il faut avoir quand même quelques clés. Et puis il y a une pièce d'Échille qui est cruciale. Échille, c'est quand même le plus grand tragique, peut-être même encore plus que Sophocle. C'est le tragique à l'état chimiquement pur. Les 7 contre Thèbes, vous verrez ce que ça signifie si ça vous dit rien. En fait, Thèbes, donc la grande ville de Thèbes, qui est entourée de remparts, a 7 portes. Et 7 armées étrangères vont attaquer la ville par ces 7 portes, et c'est pourquoi la pièce d'Échille s'appelle Les 7 contre Thèbes. Je vous dirai tout à l'heure dans quel contexte, mais c'est pas compliqué, c'est juste, c'est comme Oedipe à Colonne, il faut pas croire que c'est des colonnes, c'est vraiment la ville de la banlieue d'Athènes, et les 7 contre Thèbes, c'est simplement les 7 armées qui attaque Thèbes après la mort d'Oedipe. Je vous dirai dans quel contexte tout à l'heure, mais encore une fois, ça ne présente aucune difficulté particulière. On parle déjà d'Oedipe dans Homère, on en parle déjà dans Hésiode, donc c'est vraiment dans Pindare. C'est déjà un personnage donc, qui appartient à la mythologie la plus ancienne, puisque le texte d'Homère est le premier texte mythologique dont on dispose aujourd'hui, et puis celui d'Hésiode est le 2e. Donc on est là avec des personnages très très anciens de la mythologie grecque. Donc les 2 histoires fondamentales, c'est celle d'Oedipe et celle d'Antigone, donc sa fille.
il faut avoir en tête que tout commence avec un autre personnage. La mythologie grecque est toujours compliquée. Tout commence avec, en vérité, un personnage qui est le père d'Œdipe, Laios. Laios, c'est le père d'Œdipe. Laios, c'est l'arrière-petit-fils de Cadmos. Cadmos, c'est le fondateur de la ville de Thèbes. Et c'est le premier roi de Thèbes. Donc il est dans la dynastie des rois de Thèbes. Laios va être le roi de Thèbes, comme d'ailleurs son fils Œdipe sera aussi le roi de Thèbes. Mais Laios épouse une femme qui va être la mère d'Œdipe et qui va aussi être sa femme, Jocaste. Donc Laios et Jocaste sont les parents d'Œdipe. Laios donc est le roi de Thèbes, arrière-petit-fils de Cadmos. Et il faut avoir deux éléments en tête pour comprendre le tragique grec, c'est-à-dire le destin, le fait que ça vous tombe dessus sans que vous ne puissiez rien faire. Il y a une espèce de fatum, de destin qui s'acharne contre les personnages tragiques. Et pour le comprendre, il faut savoir que lorsque Laios était un jeune homme, donc bien avant la naissance d'Œdipe, Laios avait été abrité par un personnage qui joue un rôle très important dans la mythologie grecque, qui s'appelle Pélops. Pélops, c'est le fondateur du Péloponnèse. Pélops est un des fils de Tantale. Pardon pour les généalogies, mais il faut commencer par là. Et après, je m'arrêterai dans la généalogie, mais il faut avoir ça. Tantale, le fameux Tantale du supplice de Tantale. Et donc, Pélops, donc le fils de Tantale, le fondateur du Péloponnèse, Pélops avait recueilli le petit Laios quand il devait avoir 15 ou 16 ans. Parce que Laios avait dû quitter la ville de Thèbes, qui était assiégée par une armée, je vous laisse ça de côté. Et donc Laios s'était réfugié, Laios, le futur père d'Œdipe, je vous rappelle toujours les éléments de la généalogie qui sont très importants. Laios, le futur père d'Œdipe, s'était réfugié chez Pélops, le fils de Tantale. Et Pélops lui-même avait un fils qui s'appelait Chrysippe. Et donc ces deux jeunes gens, Laios et Chrysippe, tous les deux abrités dans la maison du père de Chrysippe, donc de Pélops, étaient devenus amis. Et Laios, qui avait des penchants, comme toujours en Grèce à l'époque, c'était fréquent, des penchants homosexuels, avait sauté sur le malheureux Chrysippe, ce jeune homme qui lui n'était pas homosexuel. Et il avait violé Chrysippe. Chrysippe s'était suicidé. Et que se passe-t-il quand Chrysippe, violé par Laios, se suicide? Eh bien, Pélops, donc le père de Chrysippe, qui trouve son fils mort, son fils pendu, suicidé, eh bien, Pélops invoque les dieux, notamment Apollon. Et qu'est-ce qu'il demande aux dieux? Eh bien, il demande aux dieux que si jamais Laios avait un fils, lui-même, ce fils meurt. Ce fils commette des crimes affreux et soit lui-même tué par les dieux. Que la punition des dieux s'abatte sur son propre fils. Il faut que vous ayez en tête quelque chose à ce moment-là. Deux éléments. Le passé, le destin jouent un très grand rôle. Nos vies sont complètement dominées par ce qui précède dans les générations d'avant. Comme on dit en bon français, quand les parents boivent, les enfants trinquent. C'est un peu la même idée. Quand les parents commettent des crimes, même si les enfants sont innocents, ils vont quand même le payer pendant des générations. C'est le destin. Quand il y a eu un trouble dans l'ordre cosmique, ça ne se répare pas comme ça. Il faut plusieurs générations pour le réparer. C'est une idée d'ailleurs qui s'infiltrera dans toutes les sociétés traditionnelles. La deuxième chose que vous devez avoir en tête, c'est que dans la mythologie grecque, et en particulier chez les tragiques, le châtiment, la punition, est toujours dans un rapport symbolique avec le crime commis. Il n'y a aucune exception dans la mythologie grecque. Toujours, quand il y a une punition, un châtiment quel qu'il soit, il a un rapport symbolique avec le crime, symbolique au sens grec. Et là, je vous donne un élément qui est très important aussi pour comprendre toute cette affaire. On le retrouvera dans la mort d'Œdipe en particulier, mais on le retrouve toujours partout dans la mythologie grecque. Toujours, crime et châtiment sont liés par un rapport symbolique au sens grec. Le symbolon en grec, qu'est-ce que c'est? Le symbolon, c'est exactement ça. Si vous prenez une petite brindille, une allumette, par exemple, vous la cassez en deux. Le symbolon, c'est quand les lèvres des deux blessures s'ajustent parfaitement. Vous réajustez les deux morceaux de l'allumette, et ça s'appelle en grec le symbolon. Et donc, il y a ce rapport-là, ce rapport en quelque sorte de jonction parfaite entre le crime et le châtiment. Laios a péché par le crime du fils de Pélops, qui s'est pendu, qui s'est suicidé parce qu'il avait été violé par Laios. Eh bien, Laios sera puni par son fils.
Prenez le supplice de Tantale. Tantale, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il va être puni, Tantale? Tantale, il invite les dieux à dîner chez lui. Et puis qu'est-ce qu'il leur sert à dîner? Il leur sert son propre fils à dîner, Pélops justement. Et après, les dieux vont le ressusciter, sinon lui-même ne serait pas dans cette histoire. Mais Tantale, pour vérifier que les dieux ne sont pas tout-puissants et omniscients, eh bien, il leur file carrément son propre fils à bouffer. Il fait cuire Pélops, il le sert à table, et évidemment, les dieux qui sont en effet omniscients et tout-puissants s'en aperçoivent. Et Tantale a péché par la nourriture, parce que donner son propre fils à manger aux dieux, ça ne se fait guère, même dans les temps anciens, et même dans la mythologie grecque. Donc Tantale a péché par la nourriture, il sera puni par la nourriture. Le fameux supplice de Tantale, ça consistera dans le fait que dans les enfers, dans l'Hadès, il voit des fruits magnifiques, il voit de l'eau, il voit du vin, il voit des plats, des mets absolument délicieux, mais dès qu'il s'en approche, tout se retire et il crève de faim pour l'éternité. Il a péché par la nourriture, il est puni par la nourriture. Eh bien, Laios de même, il a péché en tuant, en violant et en poussant au suicide le malheureux Chrysippe, le fils de Pélops. Eh bien, il sera puni par son propre fils. Alors, l'oracle d'Apollon, le fameux oracle de Delphes, eh bien, il fait savoir à Laios que si jamais il a un fils, pour l'instant il n'en a pas encore, il a 16 ans, si jamais il a un fils, eh bien, il sera puni par son fils. Et son fils, qu'est-ce qu'il fera? Eh bien, il le tuera lui. Le fils tuera son père, il épousera sa mère et il détruira la ville. Comment dire? Un petit mot aussi sur Laios, sur le nom même de Laios. En français, via le latin, c'est devenu Laius. Un laïus, c'est quand on tient un discours merdique, enfin creux, sans intérêt. Bon, ça vient d'où? En 1804, figurez-vous, à l'école polytechnique, je vous dis ça simplement pour l'anecdote, parce que ça m'amuse toujours de voir comment la mythologie grecque a essaimé dans le langage courant. Eh bien, l'école polytechnique, en 1804, va donner comme sujet à ses élèves, un sujet de concours, imaginer un dialogue entre le père et le fils. Un dialogue entre Laios, en latin on dit Laius évidemment, hein, toujours la latinisation des mots grecs, et on passe de l'os à l'us si j'ose dire, et donc imaginez un dialogue entre Laios, Laius, et son fils Oedipe. Et les polytechniciens se mettent à pexer, comme on dit, et ils sortent des dissertations d'élèves sur le sujet, assez creuses et assez verbeuses, etc. Et c'est là que les correcteurs ont appelé Laius, ce discours verbeux des polytechniciens quand ils parlent de quelque chose qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils connaissent mal et où ils sont obligés de broder. Et puis après, ce sera repris par les avocats. À la fin du 19e siècle, pareil, au concours des avocats, eh bien, on reprendra ce mot pour décrire ou pour stigmatiser un discours d'avocat particulièrement creux. On appelle ça un laïus, mais ça vient en effet de la mythologie grecque et de ce fameux père d'Oedipe. Que fait Laios? Hélas pour lui, un jour où il est bourré comme un coin, il couche avec Jocaste et il a un enfant, le petit Oedipe. C'est très important de noter que c'est un jour où il est bourré comme un coin parce qu'il fait ça, on est déjà dans le destin, on est déjà dans le manque de liberté, parce qu'en fait il est homosexuel jusqu'au bout des ongles, il n'aime pas les femmes, mais donc il ne peut coucher avec sa femme Jocaste qu'en étant bourré comme un coin, en ayant absorbé des quantités d'alcool. C'est seulement à ce prix, si je puis dire, qu'il y arrive. Mais symboliquement, ça veut dire quelque chose qu'on retrouvera dans la pièce d'Échille, que je vous lirai tout à l'heure. Eh bien, ça veut dire que la naissance d'Oedipe, elle n'est même pas voulue par son père. Hein, destin est déjà là, le fatum est déjà là. On est déjà dans la non-liberté. Toute cette histoire va se passer dans la non-liberté, dans le destin qui frappe les générations successives. Et je vous dirai pourquoi tout à l'heure ça a du sens. Alors que fait Laios quand il s'aperçoit que Jocaste est enceinte? Eh bien, et comme l'oracle lui a dit que s'il avait un fils, ce fils le tuerait et épouserait sa mère, eh bien évidemment, quand le petit Oedipe naît, vient au monde, eh bien ses parents décident de l'exposer. C'est comme on dit à l'époque, exposer, ça veut dire l'abandonner. On va abandonner, et donc le roi Laios, qui est devenu roi de Thèbes, eh bien, son père est mort, il est devenu roi de Thèbes lui-même, eh bien Laios décide de faire exposer, d'abandonner dans les montagnes le petit Oedipe, et de là vient son nom, Oedipe. Pourquoi? À l'époque, c'était très courant, on exposait les enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
on les abandonnait dans la nature pour qu'ils soient dévorés par les animaux sauvages. Et la plupart du temps, pour les exposer, c'est-à-dire les exposer à la fureur des bêtes, eh bien, on les attachait par les pieds, on les ficelait par les pieds, ou même pire, on passait une petite cordelette, on trouait le talon, on passait une petite cordelette par derrière les tendons du talon, et puis comme un gibier qui est mort, on traînait le petit sur le dos, les serviteurs du roi traînaient le petit sur le dos, et allaient l'attacher à un arbre pour qu'il soit dévoré par les bêtes. Et cette pratique était courante, c'était l'exposition, l'abandon des enfants. Et donc le serviteur du roi Laios, eh bien, il fait subir ce sort au petit Oedipe. On lui perce par une cordelette, on lui perce les chevilles, enfin d'abord par un poinçon, puis on fait passer une cordelette. Le serviteur l'attache sur son dos et va l'accrocher à un arbre. D'où son nom, Oedipus. Oidos, qui veut dire gonflé, et pouce, qui veut dire le pied gonflé. Par exemple, oidos, gonflé, ça a donné en français œdème. Un œdème, c'est un gonflement, par exemple, de l'œil ou du visage, etc. Et donc, Oedipe, ça veut dire simplement l'enfant au pied gonflé. Gonflé parce qu'il a été abandonné. Il est exposé par le serviteur du roi Laios. Et alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On exposait les enfants pour que la mort elle-même, si elle venait, soit confiée au destin. Ils avaient une petite chance de s'en tirer, pas beaucoup, hein, très peu de chance. Mais enfin, il fallait que la mort elle-même soit confiée au destin. Vous retrouvez toujours l'idée de destin là-dedans. Un roi ne tue pas lui-même son fils, mais il l'expose. Et puis alors, s'il est mangé par les animaux, bah, c'est que les dieux ont voulu qu'il soit mangé par les animaux. S'il meurt de faim, pareil. Mais s'il est sauvé par un passant quel qu'il soit, alors c'est que les dieux l'ont protégé. C'est ce qu'on appelle un Alexandre. Hein, Alexandre en grec, c'est-à-dire le protégé des dieux. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Bien, les serviteurs du roi de Corinthe qui passaient par là, le roi de Corinthe s'appelle donc une ville concurrente, et une très belle ville concurrente de Thèbes. Les serviteurs du roi de Corinthe qui passaient par là, le roi s'appelle Polybe, hein, pas Polype, mais Polybe, bon, c'est la même idée, qui est marié avec une gentille femme qui s'appelle Mérope, et ils ne peuvent pas avoir d'enfants, ils n'arrivent pas à avoir d'enfants. Alors les serviteurs se disent, mais oh, quelle chance, on sait que notre roi Polybe et Mérope, notre reine, ne peuvent pas avoir d'enfants, ce petit est exposé, si on l'a exposé, c'est qu'on lui laisse une chance. Eh bien, on va le détacher, on va le rapporter au roi de Corinthe qui l'adoptera. Et c'est ce qui se passe. Ce qui fait que le petit Oedipe est sauvé de la mort. Il est élevé à Corinthe par un autre roi, il est prince de Corinthe, donc il est quand même un aristocrate, il est quand même dans une situation qui est très enviable du point de vue de la naissance, il est quand même fils de roi, et il pense évidemment que Polybe et Mérope sont ses parents. Personne ne lui a dit la vérité, personne ne lui a dit qu'il avait été abandonné et adopté. Et donc il est élevé à Corinthe avec cette idée que Polybe et Mérope sont bien ses parents. Et il ne sait évidemment rien de Laios et Jocaste, dont il ignore même l'existence. Et puis un jour, peut-être il a lui aussi quelque chose comme 15 ou 16 ans. Il y a là un grand banquet qui est donné dans le palais du roi de Corinthe, chez Polybe et chez Mérope. Et un ivrogne, un type qui a trop bu, qui est là à table, apostrophe le petit Oedipe et il l'appelle « enfant supposé ». En fait, ça veut dire « bâtard ». Et le petit Oedipe, probablement qui a repéré quelque chose dans l'attitude de ses parents, peut-être qu'il a entendu quelques conversations. Enfin, il est extraordinairement bouleversé par cette apostrophe. Au fond, on vient de le traiter de bâtard. Et du coup, il décide de partir, comme on fait toujours dans ces cas-là, dans la mythologie grecque, de partir pour Delphes. Delphes, c'est le temple d'Apollon, c'est-à-dire l'oracle suprême. On va consulter l'oracle à Delphes. Delphes, oui, enfin, je pourrais vous raconter ça pendant des heures, mais il y a trop de tiroirs. Delphes, c'est les dauphins. Les dauphins, c'était ces mammifères marins que Apollon avait transformés en prêtres de son temple. Pour ça que ça s'appelle Delphes. C'est la ville des dauphins qui étaient en fait les prêtres d'Apollon, qu'il avait transformés en prêtres. Je laisse ça de côté. Et donc là se trouve la Pythie. Tous ces mots ont du sens, je ne peux pas m'en empêcher. Pythie, en grec, c'est Pythein. Pythein, ça veut dire pourrir. Pourquoi la Pythie, l'oracle, a quelque chose de rapport avec la pourriture. Et en plus, ça donnait en français le mot python, le serpent. Pourquoi? Eh bien parce que quand Apollon arrive à Delphes, où il veut installer son temple, qui ne s'appelle pas encore Delphes, eh bien Apollon découvre que la région est dévastée par un ignoble monstre qu'on appelle le python.
On ne l'appelle pas encore le python, on va l'appeler le python. Pourquoi? Parce que Apollon va tuer le monstre avec ses flèches, c'est un archer divin, et il va le laisser pourrir, Pythène. Et donc le python, il va l'enterrer, ce monstre, il va l'enterrer au cœur, ce qu'on appelle l'omphalos du temple. L'omphalos, c'est le nombril du temple. Omphalos, ça veut dire un nombril en grec. Et donc il va enterrer le python sous le temple qu'il fait édifier et au cœur du temple. Et c'est pourquoi ce sera le lieu où se tiendra la Pythie. Vous voyez, il y a toujours une histoire derrière ces mots grecs. Enfin bref, Oedipe va consulter la Pythie à Delphes, au temple d'Apollon, et la Pythie lui dit la même chose que l'oracle qui avait déjà prévenu son père, Laios. La Pythie lui dit que, hélas pour lui, il est voué à tuer son père et à épouser sa mère. Mettez-vous à la place du petit Oedipe. Il pense que son père, c'est qui? Il pense que c'est Polybe. Et il pense que sa mère, c'est Mérope. Il n'a aucune idée que son père, c'est Laios et que sa mère, c'est Jocaste. Et donc, comme il vit à Corinthe, il se dit, mais si je veux éviter le destin qui frappe là, si je veux échapper à l'oracle, si je veux échapper à ma destinée, il faut que d'urgence je quitte Corinthe. Et donc il décide de quitter Corinthe pour éviter de tuer son père et d'épouser sa mère, d'épouser son père Polybe et de tuer son père Polybe et d'épouser sa mère Mérope. Et donc il fuit Corinthe en croyant échapper à son destin. Où va-t-il évidemment? Eh bien, il va bien sûr à Thèbes. Il va rejoindre son destin. Donc c'est très bien fait parce que tout ça tient en 60 pages. C'est encore une fois, c'est presque comme un film américain moderne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps mort. Il y a une action à chaque page. Hein. Donc quand on a les clés, et vous allez voir qu'elles sont fascinantes, c'est pas des textes ennuyeux finalement. Ça se lit aujourd'hui avec beaucoup de plaisir, surtout si on trouve une traduction qui n'est pas trop mauvaise. Et donc il fuit Corinthe. Et pendant ce temps-là, évidemment, il se trouve que Laios lui-même, pour d'autres raisons que je vais vous raconter dans une seconde, qui sont liées au Sphinx, en fait à la Sphinx, c'est une femme, eh bien lui aussi va consulter l'oracle. Et donc leurs deux chars se croisent. Ils se croisent, l'un qui quitte Corinthe pour aller à Thèbes, et l'autre qui quitte Thèbes pour aller à Delphes. Et ils se croisent sur un chemin très étroit. Les deux chars ne peuvent pas se croiser. Et chacun commence à insulter l'autre, comme des vulgaires automobilistes aujourd'hui. « Pousse ton char, crétin !» Et chacun pense être dans son droit, parce que Laios, c'est le roi de Thèbes. Quand même, le roi, laissez-le passer, dit-il au serviteur, au conducteur de char, au cocher d'Oedipe. Et évidemment, Oedipe ne sait pas que Laios est son père, et Laios ne sait pas non plus qu'Oedipe est son fils. Ils ne se connaissent pas. Et donc, ils commencent à s'insulter, les serviteurs se battent entre eux, le vieillard, Laios, donne un coup de bâton à son fils, mais encore une fois, sans savoir que c'est son fils, qui lui se pense prince de Corinthe, donc il pense qu'il a la priorité, si je puis dire, et donc ils commencent à se battre tous les deux, un coup malheureux à la tête de Laios, et Laios meurt. Première partie de l'oracle est accomplie. Le père est mort, Oedipe a tué, sans le savoir, il a tué son père. Il continue sa route vers Thèbes. Et en arrivant vers Thèbes, il vient de tuer le roi de Thèbes, mais il ne le sait pas, il vient de tuer son père. Eh bien, il découvre que la ville est terrorisée, bouleversée, massacrée, si je puis dire, par un monstre terrifiant qui s'appelle la Sphinx. La Sphinx, c'est une femme, encore une fois. D'ailleurs, en fait, en grec, elle s'appelle la Sphinge. Puis on a dit le Sphinx, je ne sais pas trop pourquoi. Enfin, c'est la Sphinge en grec, et c'est une femme à corps de lion avec des ailes de vautour. Et la Sphinx, elle est juchée sur les remparts de Thèbes. Et que fait-elle? Un peu comme dans... comment il s'appelle? Les Monty Python, Sacré Graal. Elle pose des énigmes aux jeunes gens de la ville. Et quand ils ne trouvent pas l'énigme, la solution, eh bien, ils sont précipités du haut des remparts et ils sont voués à la mort. Ils s'écrasent par terre et ils sont tués par la Sphinx. Alors évidemment, n'écoutant que son courage, Oedipe est un type formidable, c'est un père épatant, vous allez voir plus tard quand il a des enfants, c'est un roi de Thèbes qui va être un roi magnifique, c'est un homme courageux qui n'a que des qualités morales, tout ça est fait exprès, vous verrez pourquoi. Donc gardez ça en tête, évidemment en écoutant que son courage, eh bien, le jeune Oedipe décide de sauver la ville de ce monstre. Et il se présente devant la Sphinx
pour résoudre à son tour une énigme. Parce que c'est comme les sirènes. Quand les sirènes n'arrivaient pas à faire échouer les bateaux et à noyer les marins, les sirènes, qui étaient des oiseaux et pas des poissons, étaient obligées dans la mythologie grecque de se précipiter dans la mer où elles étaient noyées. De la même manière, quand la Sphinx ne réussit pas à tuer celui à qui elle a soumis une énigme, eh bien, elle est obligée de se précipiter, elle, du haut des remparts, toujours symbolone, pour s'écraser par terre et se tuer. Et quelle est l'énigme que la Sphinx soumet à Oedipe? Et c'est pas pour rien qu'elle soumet cette énigme. Vous la connaissez tous, la fameuse phrase, je crois que tout le monde connaît ça. Quel est l'être qui marche à 4 pattes le matin, à 2 pattes à midi et à 3 pattes le soir? Et évidemment, c'est l'homme qui marche à 4 pattes le matin parce que c'est un bébé qui marche à 4 pattes. À 2 pattes, c'est un adulte, il marche à 2 pattes. À midi, pardon, c'est un adulte qui marche à 2 pattes. Et le soir, c'est un vieillard qui marche à 3 pattes parce qu'il a une canne. Or, si vous y réfléchissez, j'ai mis longtemps à comprendre ça, je disais ça comme tout le monde sans faire attention. Évidemment, pourquoi Oedipe trouve-t-il la solution? Parce qu'en vérité, c'est lui qui est à 4 pattes, à 2 pattes et à 3 pattes. Pourquoi? Parce qu'il est le fils de Jocaste, donc il est le bébé. Il va être le mari de Jocaste, donc il est l'adulte. Et quand il va découvrir ses erreurs, ses fautes, mais involontaires, le malheureux, quand il va découvrir qu'il a tué son père, épousé sa mère, que fait Oedipe? Toujours symbolone, la punition en rapport avec le crime. Il se crève les yeux. Il a péché par aveuglement, il n'a pas vu ce qui se passait. Il n'a pas vu qu'il tuait son père, il n'a pas vu qu'il épousait sa mère. Alors il se crève les yeux. Punition symbolique, à nouveau, au sens grec. Et donc, il va, une fois qu'il s'est crevé les yeux, marcher à 3 pattes, avec une canne. Et il va rejoindre Colone, la ville où il va mourir, avec une canne, accompagnée par Antigone, sa fille aimée, sa fille aimante, contrairement à Ismène, qui est une truffe. Bon. Et vous verrez ça aussi tout à l'heure. Mais rassurez-vous, parce que là, je mets en place les éléments du drame. Mais tout va se rejoindre. Les fils vont se nouer, et là, ça deviendra, je pense, tout à fait clair. Et donc, Oedipe trouve la solution de l'énigme, parce que c'est lui, tout simplement, qui a 4 pattes, 2 pattes et 3 pattes. Et il est les 3 en même temps. Hein. Il est à la fois l'enfant, le mari et le vieillard. Et c'est pour ça qu'il trouve. Le malheureux sphinx, si je puis dire, s'écrase par terre. Et du coup, comme on apprend dans la ville de Thèbes que Laios est mort, le roi est mort, Créon, le frère de Jocaste, donc l'oncle d'Oedipe, hein, le frère de Jocaste, avait pris par intérim la place du roi défunt, la place de Laios, et du coup Créon, voulant rendre hommage à Oedipe, qui vient de sauver la ville, en débarrassant la ville du Sphinx ou de la Sphinx, eh bien Créon lui dit « Mais prends ma place, moi je ne suis là que par intérim, prends la place et épouse la reine, Jocaste. » Et c'est comme ça que le petit Oedipe devient roi de Thèbes et épouse sa mère. Donc la deuxième partie de l'oracle est accomplie. Il a tué son père, il a épousé sa mère. Et là, il va rester 20 ans roi de Thèbes, il aura 4 enfants, 2 garçons, Éthéocle et Polynice, qui vont s'entretuer bientôt. Ils vont croiser leurs épées et les enfoncer chacun en même temps dans la poitrine de l'autre, et ils en mourront tous les 2. Et puis 2 filles, Ismène, sans intérêt et peu courageuse, et puis Antigone qui va être le personnage crucial de toute la tragédie grecque. Et alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Je vais vite, je résume vraiment la pièce de Sophocle. Eh bien, au bout d'une vingtaine d'années, que tout se passe bien, que ses enfants grandissent, que Oedipe est un très bon roi, qu'il est très heureux avec Jocaste. Il a épousé sa mère, mais enfin, c'était une très jeune mère, et donc il est très heureux avec elle, ils sont très, très épris l'un de l'autre. Mais d'un seul coup, une épidémie effroyable apparaît dans le paysage de Thèbes. Et c'est une épidémie qui a une caractéristique très particulière, c'est que c'est une épidémie cosmologique. C'est un trouble dans le cosmos, un trouble dans l'univers. Il se passe des choses effroyables qui n'ont rien à voir avec la maladie. Il y a des fausses couches partout, il y a des enfants morts-nés en pagaille, il y a des plantes qui ne poussent plus, il y a des animaux qui paraissent monstrueux. Enfin, on voit qu'on est dans un désordre cosmique. Et c'est très important parce que c'est encore une image du destin qui est là. On est dans un cosmos bouleversé, parce qu'il y a eu une injustice.
Et donc, là encore, comme toujours, on consulte la Pythie, l'oracle de Delphes, et la Pythie répond que tant que le crime, le meurtre de Laios, ne sera pas puni, le désordre cosmique continuera d'exister. Et donc, le roi Oedipe lance ses limiers, sa police, pour essayer de trouver qui est l'assassin. Mais c'est lui, évidemment, le malheureux. Et donc, il ne sait pas trop. Alors, il y a toute une série de scènes que je passe de côté. Mais le devin Tirésias, le fameux devin aveugle, finit par révéler la vérité à Oedipe. Il hésite longuement parce qu'il n'a pas envie de dire la vérité, évidemment, à son roi. Mais enfin, forcé par Oedipe d'avouer les choses, eh bien, Tirésias finit par dire à Oedipe que c'est lui qui a tué Laios et qu'il a épousé sa mère. Et donc c'est à ce moment-là de la pièce que d'abord Jocaste se suicide, et puis Oedipe se crève les yeux, puisqu'il n'a rien vu, et que du coup ses fils, Éthéocle et Polynice, vont se disputer le trône. Puisque Oedipe s'en va avec Antigone vers Colone, il quitte la ville de Thèbes, il se crève les yeux, il quitte la ville de Thèbes. Antigone, qui aime son père, donc l'accompagne, il marche là à trois pattes avec sa canne blanche, si je puis dire. Antigone accompagne son père vers Colone, où il va être emporté par les Érinies, par les divinités qui, en effet, là sont bien placées, si je puis dire, puisque leur vocation est de punir les crimes commis dans les familles. Là, on peut dire qu'il a fait très fort, même si ce n'est pas exprès et que ce n'est pas de sa faute, mais il a quand même fait très fort dans le genre crime familial. Et donc, on a ces deux frères, Éthéocle et Polynice, qui se battent entre eux. Et pour éviter de se battre, ils décident de prendre le trône de Thèbes en alternance. Chacun une année prendra le trône et sera roi de Thèbes. Comme ça, ils se partagent le trône. Donc Éthéocle prend le trône de Thèbes, mais en fait, au bout d'un an, il ne veut pas le rendre à son frère. Il le garde. Et c'est là que Polynice quitte Thèbes, va lever une armée argienne et attaque les 7 contre Thèbes, les 7 portes de Thèbes avec cette armée argienne. Argienne, c'est une armée d'argolites qui est étrangère à Thèbes. Hein. Et donc il attaque la ville et Apollon veille. Souvenez-vous qu'Apollon avait été interpellé par Pélops, qui avait invoqué les dieux pour qu'on punisse le crime de Laios, qui avait violé Chrysippe, son fils, etc. Je ne vous rappelle pas l'histoire. Et donc, Apollon va faire en sorte que les deux frères se battent à l'une des portes de Thèbes et s'enfoncent chacun l'épée dans le cœur, et donc meurent tous les deux. Éthéocle et Polynice meurent tous les deux. Créon, alors on a fini là maintenant, l'histoire est finie. Créon reprend sa place sur le trône. Jocaste est morte, Créon reprend la place sur le trône, et évidemment, il est roi de Thèbes, il ne peut pas faire autrement. Qu'est-ce qu'il décide? Et c'est là que vous allez voir le tragique, à l'état chimiquement pur, le sommet du tragique grec. Eh bien, Créon décide, en tant que roi de Thèbes, de donner une sépulture à Éthéocle, qui a défendu la ville, mais d'interdire qu'on enterre Polynice, qui a attaqué la ville et qui est un traître. C'est la loi, quelles que soient les raisons. Quelqu'un qui attaque, qui étant de Thèbes, et fils de roi lui-même, attaque la ville de Thèbes, est un traître, et on ne peut pas l'enterrer. Ça veut dire qu'on le laisse aux chiens et aux oiseaux, qui vont dévorer son corps. Et donc, Éthéocle est enterré avec les honneurs de la guerre, Polynice est jeté aux chiens et aux oiseaux à l'extérieur des remparts de la ville. Et il est là à pourrir, à Pythène, comme le python d'Apollon, il est là à pourrir sur le sable qui entoure la ville, au soleil. Et c'est là qu'Antigone se révolte contre Créon, son oncle, par conséquent, hein, le frère de Jocaste, sa mère. Et donc Antigone se révolte contre Créon, et elle oppose, tenez-vous bien, la loi des dieux à la loi des hommes. C'est-à-dire qu'elle oppose la loi des dieux, qui est la solidarité familiale. Hein, même si son frère Polynice a péché, elle veut l'enterrer, elle veut lui donner une sépulture, elle ne veut pas qu'il soit bouffé par les chiens et par les oiseaux. Et donc elle oppose à Créon, son oncle, qui lui est le roi de Thèbes et qui défend la loi des hommes, la loi de la cité, eh bien elle oppose la loi des dieux. Et là, vous trouvez le tragique, à l'état, encore une fois, parfait, à l'état chimiquement pur, si je puis dire. Je ne vais pas parler trop longtemps, parce qu'au fond, je vous ai dit l'essentiel. Le tragique, je vais y revenir dans un instant, mais je vous donne tout de suite la solution.
Le tragique, c'est un conflit extra-moral. Le tragique, c'est un conflit qui oppose deux légitimités équivalentes. Ce n'est pas un conflit entre des bons et des méchants, c'est un conflit entre des personnes, des personnages, des caractères, on dirait, qui incarnent des légitimités défendables, qui incarnent des points de vue défendables. Il n'y a pas des salauds et des justes, il y a des gens bien des deux côtés. Créon défend la loi de la cité, c'est son rôle, il est roi de Thèbes, il ne peut pas faire autrement. Antigone défend la loi du cœur, la loi de la famille, la loi des dieux. C'est la sœur de Polynice, elle a raison, elle ne peut pas faire autrement. D'ailleurs, c'est elle qui va finalement l'emporter, même si elle va mourir à la fin de la pièce de Sophocle. Et donc le tragique, c'est une déchirure du monde qui oppose deux points de vue également légitimes. Il n'y a pas, encore une fois, des bons et des méchants. Par conséquent, c'est un conflit essentiellement, structurellement non moral. Alors, terminons la pièce. Donc, Jocaste se suicide, Oedipe se crève les yeux et part pour Cologne avec sa fille Antigone. Les deux frères, Éthéocle et Polynice, meurent. Et puis, Antigone va donc, après la mort de son père, revenir à Thèbes, et donc c'est là qu'elle demande à Créon une sépulture pour son frère. Et donc Créon a pris un décret qui dit que toute personne, quelle qu'elle soit, qui tenterait d'enterrer Polynice serait mise à mort, et c'est comme ça que Antigone est condamnée à mort. Créon est désolé de condamner sa nièce, il ne le fait pas de gaieté de cœur, mais il ne peut pas faire autrement, il incarne la loi de la cité. Et donc Antigone est condamnée à mort, elle est enterrée vivante dans une espèce de grotte souterraine où elle se suicide. Et puis en fait, Créon finit par comprendre qu'il a eu tort, parce que la loi des dieux est supérieure à la loi des hommes en vérité, mais néanmoins les deux légitimités se défendent. Et donc il court pour essayer de sauver sa nièce, pour essayer de sauver Antigone, mais il arrive trop tard, elle est déjà morte, elle s'est pendue avec la ceinture de sa robe, et tout ça évidemment se termine de manière tragique, puisque tout le monde est mort sauf Créon. Ben, enfin, il est quasiment mort, parce qu'il y a tout le monde, y compris son fils qui se suicide devant lui parce que son fils était amoureux d'Antigone. Enfin, tout ça se termine évidemment très mal. Trois interprétations du tragique que je vous donne, et en particulier de celui-là. L'interprétation de Freud, qui est quand même la plus bête, il faut bien le dire, ce qui n'est pas toujours le cas chez lui, il y a des idées géniales chez Freud, mais dès qu'il essaye de s'appliquer à la littérature ou à la culture, à l'art, c'est un véritable désastre. Et donc, l'interprétation freudienne, le complexe d'Oedipe, bon, elle ne tient pas la route 3 minutes. Non pas que le complexe d'Oedipe n'existe pas, oui, bien sûr, le complexe d'Oedipe est très banal. Les Grecs le savaient, évidemment, mais comment dire, ce que Vernant va opposer à Freud de manière tout à fait intelligente et très remarquable, dans un petit article qui est formidable, qui s'appelle « Édipe avec et sans complexe », qui est une critique radicale de Freud, c'est que, comment dire, l'interprétation de Freud, c'est l'idée que le complexe d'Édipe est universel et que c'est ce complexe d'Édipe que la pièce de Sophocle met en scène, se heurte à une objection majeure, c'est que le tragique grec, et en particulier cette affaire d'Édipe et d'Antigone, le tragique grec n'a rien d'universel. La tragédie est un genre, et évidemment Vernant le montre avec argument à l'appui, la tragédie est un genre qui ne va exister qu'à Athènes, nulle part ailleurs, et qu'au VIe siècle, nulle part ailleurs. Donc la grande tragédie grecque, c'est le VIe siècle athénien. Ça existe pendant 85 ans. C'est incroyablement localisé dans le temps et dans l'espace. Et après, la tragédie grecque disparaît, et en fait, elle disparaît quand la philosophie grecque apparaît. La philosophie va tuer le tragique grec. Pourquoi ? Et là, l'interprétation de Vernant est, je crois, à la fois très intéressante et très juste. Je pense qu'on peut aller plus loin que lui, mais avec lui quand même, et intégrant ce qu'il a dit. Qu'est-ce qui se passe en Grèce au temps de la tragédie ?
Eh bien, ce qui se passe en Grèce, c'est que c'est le siècle évidemment, de de Pisistrate, pardon, je suis fatigué aujourd'hui, de Pisistrate qui va à la fois faire coucher par écrit l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, hein, c'est sous Pisistrate qu'on met par écrit l'Iliade et l'Odyssée, et en même temps qui va donner ses représentations théâtrales avec les dithyrambes, avec ses poèmes en hommage à Dionysos. D'ailleurs, je vous rappelle que tragédie, vous savez ce que ça veut dire, tragos et odé, ça veut dire le chant du bouc. Hein. Et donc le chant du bouc, pourquoi ? Parce que le bouc, c'est l'animal fétiche de Dionysos. Dans le cortège de Dionysos, il y a les satyres, il y a les silènes, qui sont des êtres mi-homme, mi-bouc. Et le bouc, c'est vraiment l'animal par excellence symbolique de Dionysos, dieu du vin, de la fête, de la folie, du sexe, etc. Et donc cette tragédie grecque, Chant du bouc, elle est exclusivement athénienne, localisée dans le 6e et destinée au culte de Dionysos. Il n'y a rien d'autre, et ça n'existera plus après. Pourquoi ça n'existe plus ? Parce que je vous le disais, au siècle de Pisistrate, seul d'ailleurs et unique tyran d'Athènes, eh bien, au siècle de Pisistrate, on a deux inventions extraordinaires dans la Grèce, et c'est ce qu'on appelait le miracle grec. On invente à la fois la philosophie et la démocratie. Et quand on va inventer la démocratie, eh bien justement, on va trouver une solution à ce qui est, selon Vernon, au cœur de la tragédie, c'est le conflit entre destin et liberté. Le cœur du tragique, c'est ça. Qu'est-ce qui, dans nos vies, on peut dire les choses très simplement comme ça, qu'est-ce qui, dans nos vies, relève du destin, de ce qui nous tombe dessus, à quoi on ne peut rien, comme le cancer vous tombe dessus, même si vous n'êtes pas fumeur, parfois, et qu'est-ce qui relève du destin, de la fatalité, du déterminisme aveugle, et puis qu'est-ce qui relève de la liberté. Et donc c'est ça le cœur de la tragédie. Et donc dans l'affaire d'Œdipe, eh bien, on voit bien que Ødipe, tous ces personnages sont complètement pilotés par le destin et que la marge de liberté dans leur vie est très faible. Elle est infinitésimale. Et la démocratie, la philosophie, justement, qui vont marcher ensemble, eh bien, c'est le projet de réduire la part de destin et d'augmenter la part d'autonomie, de liberté. Et donc quand on va thématiser dans la philosophie cette question, quelle est la part de destin, quelle est la part de liberté dans nos vies, quelle est la part de déterminisme, quelle est la part d'autonomie dans nos vies, eh bien au fond la philosophie et la démocratie vont prendre le relais de la tragédie. Elles vont adopter cette question, hériter de cette question, mais elles vont la tirer au clair. Et donc la prohérésis d'Aristote, tout ça, dans la philosophie d'Aristote, on va avoir toute une série de livres, des centaines de pages consacrées à cette question de la liberté, comme dans l'univers démocratique, ça deviendra la clé. La démocratie, c'est la volonté, au fond, de supprimer autant qu'il est possible la part de destin, pour que les êtres humains fassent librement leur histoire, et non pas de manière fatale, si je puis dire, en étant le jouet d'un monde qui les précède, d'un temps qui les précède, de générations qui les précèdent. Vous voyez bien que Ødipe, il est totalement le jouet, en vérité, du crime commis par son père. Il est totalement déterminé par le crime commis par son père et par les dieux qui ont répondu à l'invocation de Pélops qui leur demande de punir le crime commis par Laios. Et donc on a là justement dans la philosophie et dans la démocratie une révolte contre le tragique, une volonté de prendre en main le destin et de le placer du côté de la liberté et non plus du côté du fatum. Hein. Et d'ailleurs c'est très important parce que finalement quand on entrera vraiment dans l'espace de la démocratie, c'est après la Révolution française, parce que la démocratie grecque ne sera qu'un apax, une petite parenthèse dans l'histoire du monde. Mais quand le monde va rentrer tout entier dans la logique de la démocratie, disons à partir du XVIIIe siècle en Europe, puis après ça s'étendra plus ou moins au reste du monde, le mouvement des démocraties, il est double, gardez bien ça aussi en tête, parce que c'est extrêmement profond et ça vient en grande partie des Grecs. La logique démocratique est double, c'est la logique de l'égalisation des conditions, comme le dira Tocqueville. Donc la logique de l'égalité est extrêmement forte, on ne supporte pas les inégalités. Tout l'univers démocratique est un univers qui se révolte contre les inégalités. Et puis surtout, l'univers démocratique, c'est un univers qui va essayer de faire basculer
ce qui appartenait au fatum du côté de la liberté. Par exemple, le mariage imposé par les villages va devenir le mariage d'amour. L'absolutisme va être écarté au profit de la démocratie, etc. Et chaque fois, on va faire rentrer de plus en plus dans la sphère de l'autonomie et de la liberté, ce qui, autrefois, dans les temps anciens, l'exemple du mariage est très bon, appartenait au destin et tombait sur les individus comme un fatum, comme quelque chose qui s'impose hors liberté. Le mouvement des démocraties, c'est le mouvement de réappropriation de soi. C'est le mouvement de l'autonomisation de soi. Et donc on va réduire autant qu'il est possible la part du destin et augmenter autant qu'il est possible la part de l'autonomie et de la liberté. Vous avez le grand mouvement dont je vous parlerai la prochaine fois, le transhumanisme, c'est tout à fait fascinant. Peut-être le plus grand livre consacré au transhumanisme et militant du transhumanisme, un livre peu importe le nom, il s'appelle Buchanan, je vous en parlerai la prochaine fois, mais il s'appelle en anglais « From Chance to Choice ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le projet du transhumanisme, qui s'inscrit vraiment dans l'univers démocratique de ce point de vue-là, c'est le projet de passer de la chance, c'est-à-dire de la loterie génétique, hein, ça vous tombe dessus, vous avez une anomalie génétique, vous avez telle ou telle caractéristique génétique, c'est la chance. La chance, mais au sens du destin, au sens du hasard. Vous n'y pouvez rien. Vous avez la Corée d'Huntington, vous n'avez rien fait de mal. Hein, comme le pauvre Oedipe n'a rien fait de mal. Eh bien, ou en tout cas, il n'a rien fait exprès de mal. Eh bien, il s'agit de passer de from chance to choice, de choisir, c'est-à-dire de réparer, par exemple, je ne sais pas, si vous avez la Corée d'Huntington, eh bien, c'est en tout cas l'idée, on va faire des coupés-collés dans votre ADN, dans l'embryon, déjà, pour réparer, pour arranger ce qui a été envoyé par le destin, c'est-à-dire par la loterie génétique. Donc c'est l'idée de maîtriser sa génétique, de maîtriser son identité génétique en la façonnant à volonté, si je puis dire. Et donc, de la même manière dans l'économie collaborative, qui est là aussi un des grands mouvements démocratiques aujourd'hui, quoi qu'on en pense, Uber, Airbnb, etc., c'est toujours la logique démocratique. Il s'agit de lutter contre l'aliénation, c'est-à-dire ne plus dépendre des professionnels de la profession et passer vers des relations directes entre particuliers. On n'a pas besoin de vous, on dit aux hôteliers, on peut très bien échanger nos appartements sans vous. On n'a pas besoin non plus d'aller chez un loueur de voitures, on va partager sa voiture, l'autopartage, etc. Et donc on a un mouvement des démocraties qui est déjà très bien compris par la démocratie et la philosophie grecque, donc l'idée de réduire cette part de destin que la tragédie mettait en scène de manière éclatante. Quand on rentre dans l'univers démocratique et philosophique, eh bien la tragédie meurt. Et donc, si le complexe d'Édipe était universel, on l'aurait retrouvé dans d'autres genres littéraires, on aurait retrouvé d'autres tragédies à d'autres siècles ou dans d'autres civilisations, mais ce n'est pas le cas. La tragédie grecque est vraiment grecque et elle est vraiment locale. Et donc, je pense qu'on a peut-être une interprétation plus puissante encore quand on voit, plus puissante que celle de Vernon, enfin qui fait un cran de plus par rapport à celle de Vernon, toute référence gardée. Vernon est un type formidable, j'avais énormément d'estime et d'amitié pour lui et je respecte considérablement son travail. Mais on peut aller un tout petit peu plus loin, c'est-à-dire que en vérité, le tragique grec, c'est pas simplement une question politique. Quelle est la part de destin, ou métaphysique, au sens où on s'interroge sur la part de liberté humaine dans l'histoire, mais c'est aussi une représentation cosmologique du destin des hommes. Autrement dit, quand il y a eu un trouble dans l'histoire, ce trouble est incarné par la mort de Chrysippe, par le crime commis par Laios, mais encore une fois, vous voyez bien qu'Oedipe n'y est pour rien. Quand il y a un trouble dans les générations qui précèdent, quand le cosmos a été abîmé, quand l'ordre cosmique a subi une lésion, une disharmonie, une injustice, tout simplement, alors le temps que ça se remette en ordre est un temps long. C'est pas tout de suite. Je disais tout à l'heure bêtement, quand les parents boivent, les enfants trinquent, mais les Grecs avaient évidemment envie d'expliquer et de comprendre, en tout cas de trouver une explication à ce phénomène que nous connaissons tous, que le malheur frappe les individus que nous sommes, les mortels que nous sommes, indépendamment des fautes que nous avons commises.
Le cancer vous tombe dessus même si vous n'avez rien fait de mal. Le tremblement de terre en Haïti ou en Thaïlande, il emporte des enfants qui sont innocents. On peut naître aveugle-né, hein, c'est la fameuse lettre sur les aveugles de Diderot. On peut être pris dans le tremblement de terre de Lisbonne en 1755, sur lequel Rousseau et Voltaire vont s'empailler, je vous en parlais la dernière fois, sans avoir commis le moindre forfait, le moindre crime, la moindre faute. Et donc, comment expliquer le fait que le malheur tombe sur les humains comme la pluie et qu'il s'abatte sur les gentils comme sur les méchants? Voilà la question du tragique. Et donc, voilà pourquoi la question du destin est si importante. Et voyez la conclusion que je vais en tirer, quelques conclusions, puis je m'arrêterai là. C'est très important de voir que le conflit tragique est doublement extramoral. C'est tout sauf un conflit moral. D'abord parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, le vrai tragique oppose des points de vue qui sont également défendables. Créon a raison, Antigone a raison. Ce n'est pas des salauds, c'est des gens bien tous les deux. C'est des gens profondément estimables sur le plan moral, c'est des caractères très forts. Mais aussi parce que le tragique, comme je viens de vous le dire, n'est pas lié à une faute commise. Oedipe n'a commis aucune faute. Il a tué son père, mais bon, c'était dans un conflit bête, si je puis dire. Ça peut arriver à tout le monde. Un coup de canne mal placé. Il a épousé sa mère, mais il ne savait pas qu'il épousait sa mère. Et donc, vous voyez, pour ces deux raisons, le conflit tragique est un conflit qui se passe intégralement hors moralité. Quelque chose de plus important encore, peut-être? Non, ça c'est quand même le plus important, conflit extramoral. Mais j'ajoute une chose pour mettre un peu de piment encore, puis après je vous dirai ce que j'en tire en 3 minutes et je m'arrêterai là. Ce qui est fascinant dans le tragique grec, Hegel a très bien compris ça, Hegel est quand même le plus grand lecteur du tragique grec, il avait compris ça, surtout dans ses cours d'esthétique. Laisser tomber la phénoménologie, c'est pas d'abord style lisible, et ensuite c'est pas le plus intéressant dans la lecture hegelienne du tragique. Ce qui est vraiment passionnant, c'est ces cours d'esthétique, ces leçons sur l'esthétique, qui sont formidables. Et ce que Hegel comprend très bien, c'est que dans la pièce d'Antigone, qu'il considère à juste titre comme étant le sommet du tragique grec, non seulement Antigone et Créon sont des personnages dignes, courageux et moralement parfaits, mais en plus, chacun est obligé de comprendre le point de vue de l'autre. Antigone sait très bien, elle est fille de roi, elle est fille d'Oedipe. Oedipe a été roi de Thèbes pendant 20 ans. Et donc Antigone sait très bien quels sont les devoirs de Créon. Elle sait parfaitement que Créon ne peut pas donner l'ordre d'enterrer son frère Polynice. Il ne peut pas faire autrement, c'est la loi. Et il est garant des lois en tant que roi de Thèbes. Quant à Créon, c'est l'oncle d'Antigone et de Polynice, donc il sait très bien quels sont les devoirs familiaux, ce que c'est que la loi du cœur et la loi des dieux. Donc non seulement chaque point de vue est défendable, mais chacun connaît parfaitement le point de vue de l'autre. C'est ça qui pimente, si je puis dire, le tragique, mais ne peut que défendre le sien. Pourquoi ça m'intéresse tant, cette affaire de tragique? Parce que je pense que c'est exactement la catégorie qui nous permet de dépasser le point de vue moralisateur qui est celui des intellectuels aujourd'hui en France. Je ne veux pas citer de nom, mais enfin, je parle des intellectuels médiatiques qui prennent position sur la Bosnie, la Croatie, ce que vous voudrez. Bon. Et donc, en permanence, il y a des bons, des méchants, etc. Bon. Je vais vous dire, la quasi-totalité des conflits qui ensanglantent le monde est tragique. Elle n'est pas morale. Je vais être très clair, si j'étais juif et que j'avais 15 ans, je n'aimerais pas les Arabes. Et si j'étais arabe et que j'avais 15 ans, je détesterais les juifs. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. Surtout si j'étais israélien, arabe ou israélien juif. Et donc, inévitablement, si j'étais un Palestinien de 15 ans et que j'étais enfermé dans cette prison à ciel ouvert qui est la bande de Gaza ou la Cisjordanie, je détesterais les Israéliens. Et réciproquement, si j'étais un jeune juif israélien que je recevais des requêtes du Hamas où je risquais d'être attaqué au couteau à peu près n'importe quand et n'importe où, je détesterais les Palestiniens. Comment voulez-vous que ce soit différent ? Et il faut énormément de réflexion pour sortir du conflit tragique. Et c'est ça que propose évidemment la tragédie grecque. Alors elle le propose souvent par la mort, quelquefois autrement, il y a plusieurs types de solutions. Mais c'est vrai qu'on a affaire à un conflit extramoral. Prenez le cas de l'Ukraine. Je vous assure, je connais très bien l'Ukraine, je vous assure que si j'étais ukrainien de l'Est, je trouverais Poutine formidable.
Mais si j'étais polonais à Kiev et que je voulais me rattacher à l'Union européenne, je trouverais que Poutine est un véritable salaud. Et vous avez là une guerre civile en Ukraine dont la seule solution possible et imaginable est une solution fédérale. Mais jamais vous ne réconcilierez un Russe ukrainien, parce que ce sont des Russes ukrainiens de l'Est et un Polonais pro-européen de l'Ouest. C'est pas vrai. Et ils ont tous les deux raison, en tout cas ils ont tous les deux des raisons de défendre ce qu'ils défendent. Ça n'a aucun sens de dire, comme font nos intellectuels, Poutine est une ordure, c'est pire que Staline, c'est Hitler. C'est absurde. Il se trouve que je connais assez bien Poutine. Bon, c'est un KGBiste obtus et brutal, mais c'est pas Hitler, ça n'a rien à voir. Et son rêve à Poutine, c'est d'intégrer l'espace raisonnable et légitime de la démocratie européenne. On a là des conflits, je pourrais en évoquer tant d'autres, qui sont des conflits qui n'opposent pas des salauds et des gentils, des justes et des effroyables, mais ce sont des conflits qui opposent ce qui est inévitable. Et c'est ça que le tragique grec comprend, qui oppose des points de vue différents parce que le monde est pluriel, parce qu'on n'a pas le même point de vue selon la place qu'on occupe dans le cosmos. Et voilà l'idée de conflit extramoral qui m'intéresse. Je trouve ça 1000 fois plus profond, 1000 fois plus intéressant comme approche que l'approche habituelle de nos intellectuels entre bons et méchants, qui est une approche, pour être franc, assez stupide. Peut-être une dernière remarque pour vous éviter un malentendu. Il y a un philosophe qui est tout à fait estimable, pour qui j'ai beaucoup de respect, même si je ne partage aucune de ses idées, mais ce n'est pas une obligation, qui est un spinoziste deleuzien nietzschéen, Clément Rosset, qui est en plus un très bon écrivain, un homme extrêmement cultivé, intelligent, qui a écrit le meilleur livre que j'ai lu sur Schopenhauer. Ne serait-ce que pour ça, je ne peux avoir que de la sympathie et de l'admiration pour lui, mais dont je ne partage pas les idées. Pourquoi ? Parce que il a écrit, quand il était gamin, c'était son mémoire de maîtrise, il a écrit, d'ailleurs, comme mémoire de maîtrise, chapeau, c'est quand même formidable d'écrire ça quand on a 20 ans, c'est un texte quand même magnifique. Il écrit un petit texte qui s'appelle « La philosophie du tragique ». Et il est nietzschéen, il est deleuzien et spinoziste à la fois, tout ça colle ensemble. Et au fond, la thèse que défend Clément Rosset, c'est que sous prétexte que le tragique est une catégorie extramorale, par-delà l'optimisme et le pessimisme du reste, eh bien le point de vue moral est idiot. Non, pas du tout, pas du tout. N'en déduisez pas ça. La vraie profondeur en l'affaire, c'est de comprendre, en tout cas c'est comme ça que je le vois, c'est de comprendre qu'il y a des ordres du réel, comme disait Pascal. Il y a des domaines dans lesquels on ne peut pas faire l'économie de la morale. Et il y a des domaines dans lesquels on se meut dans un univers qui est fondamentalement extramoral. Le domaine du tragique est extramoral, mais il n'épuise pas tous les conflits. Face à Daesh, difficile de ne pas être moraliste ou de ne pas avoir un point de vue en termes de bien et de mal. Face à Hitler aussi, face au racisme aussi, etc. Donc il y a des endroits de la vie, si je puis dire, des endroits du monde, il y a des espaces de réflexion dans lesquels on ne peut pas remplacer complètement la morale par la catégorie du tragique. Le tout est de ne pas confondre les deux. Il y a des ordres du réel. L'ordre du droit n'est pas celui de la morale. L'ordre de la morale n'est pas celui de la politique. L'ordre de la morale n'est pas celui du tragique. Ça n'est pas non plus celui de l'esthétique. Il y a toutes sortes de qualités superbes dans le champ de l'esthétique qui n'ont aucune valeur morale. Et donc, moi je défendrais, si vous voulez, le point de vue suivant, c'est que la catégorie du tragique nous permet de penser la plupart des conflits dans le monde, mais pas tous. Et qu'il y a un certain nombre de domaines dans lesquels on se meut inévitablement dans l'ordre de la moralité. On ne peut pas faire l'économie de la distinction entre le bien et le mal. Personne n'y arrive. Même pas les spinozistes les plus convaincus, ni les nietzschéens les plus convaincus, ni même Clément Rosset lui-même. Je n'ai jamais rencontré un seul de mes collègues spinozistes nietzschéens disant qu'il pouvait faire l'économie de la morale, être capable de le faire. À un moment ou à un autre, un jugement moral échappe, et on dit quel salaud, ou quel type bien. Troisième et dernière remarque, donc c'est pas ou bien moral ou bien tragique, c'est les deux. Tout dépend du cas qu'on a à examiner. Et puis peut-être un dernier point, il y a des penseurs tragiques, il y a des penseurs non tragiques. Et ça c'est très important aussi de comprendre ça. Jésus et Marx, ce sont des penseurs non tragiques. On peut les aimer, mais ce sont des penseurs non tragiques, parce que tout se termine bien.
c'est une déchirure réparable. On va mourir, les gens que nous aimons vont mourir, mais on les retrouvera par après au paradis. Ça se terminera bien si on a la foi et qu'on a fait ce qu'il faut pour se retrouver au paradis plutôt qu'en enfer. Et donc on a là une vision des déchirures du monde qui est réparable. Le tragique grec n'est pas réparable. Il n'y a pas vraiment de solution heureuse dans le tragique. On peut trouver des solutions, on peut essayer de trouver des solutions, mais ce ne seront que des solutions partielles et régulatrices, si je puis dire. Mais on ne peut pas accorder Créon et Antigone. Il n'y a pas moyen de les réconcilier. Peut-être on peut mettre chacun chez soi, on peut mettre les Palestiniens d'un côté, les Juifs de l'autre, et puis on arrangera les choses autant qu'il est possible. Mais faire en sorte que les gens s'aiment, ça, vous ne pourrez pas. Vous n'y arriverez pas, en tout cas pas comme ça. Ça prendra des siècles, vraisemblablement. Le tragique, c'est une déchirure du monde qui n'est pas réparable ou qui est très 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 difficilement et très longuement réparable, si je puis dire. Voilà pourquoi ça va durer des générations avant que le crime de Laïos soit véritablement réglé, si je puis dire. Parce que les descendants d'Œdipe, jusqu'aux épigones, qui sont les descendants des descendants d'Œdipe, paieront le crime commis. Et je pense que c'est une idée très profonde. Et donc, c'est pas facilement réparable. Et donc, chez Marx, c'est pareil. C'est comme Marx et Jésus sont au fond très... Donc, Camillo et Pépone sont très proches, comme on sait. Et donc, chez Marx, l'histoire est constamment déchirée. Vous connaissez tous la phrase de Marx, l'histoire, c'est l'histoire de la lutte des classes. Donc la classe dominante et la classe dominée, les esclaves et les aristocrates en Grèce, les aristocrates et les serfs au Moyen-Âge, et puis les prolétaires et les bourgeois. Mais tout se termine bien. Tout se termine bien par une société sans classe, sans propriété privée, et donc sans lutte des classes, sans déchirure, le communisme. Et puis vous avez des penseurs tragiques, c'est le cas de Kant, c'est le cas de Freud, c'est le cas de Nietzsche évidemment, et donc c'est le cas en économie de Schumpeter. Par exemple, ce que je vous raconterai aussi la prochaine fois, Keynes c'est pas un penseur tragique, Schumpeter est un penseur tragique. Chez Keynes, il suffit d'augmenter les bas salaires et tout le monde est heureux, tout le monde est content. Chez Schumpeter, il y a l'idée que l'innovation a toujours une part d'ombre et que les déchirures du monde ne disparaissent jamais. Et c'est tout à fait juste. Un seul exemple schumpeterien, on détruit en France chaque jour 10 000 emplois, on en crée 9 000. Il suffirait de peu de choses, d'ailleurs si nos présidents n'étaient pas aussi médiocres, il suffirait de peu de choses pour que ce soit l'inverse, et que dans ce cas il n'y aurait pas de chômage. Mais c'est très peu de choses en vérité. Mais n'oubliez pas que chaque jour, le mouvement du capitalisme entraîne la destruction d'environ 9 000 emplois, 10 000 emplois plutôt, et que chaque jour on en recrée 9 000. Mais ce mouvement-là est tragique, ce que décrit très bien Schumpeter, parce que même si on parvenait à compenser, c'est-à-dire qu'au lieu de détruire 10 000 et de créer 9 000, ce soit l'inverse, et donc du coup le chômage régresserait, n'empêche que pour les malheureux qui sont frappés par le chômage, c'est de toute façon une tuile qui leur tombe sur la tête. Le malheureux libraire de Carpentras ou d'ailleurs, qui est mis au chômage par la concurrence déloyale d'Amazon, eh bien, ça lui tombe dessus, exactement comme le tragique grec. C'est pour ça que cette catégorie est extrêmement pertinente pour penser le réel. Et c'est pas une question morale, parce que Amazon, c'est pas immoral pour autant. Et donc, on a là un conflit tragique, typiquement tragique, et qui peut être réglé que par la régulation, lui aussi. Vous voyez pourquoi c'est une catégorie politique très importante. Voilà pourquoi Marx et Jésus sont des penseurs non tragiques, pourquoi Schumpeter, Max Weber ou Nietzsche, ou Kant ou Freud sont des penseurs tragiques. Freud, par exemple, pense que la grande santé, ça n'existe pas. Nous serons toujours déchirés en nous-mêmes entre ces trois instances qui forment notre personnalité, que sont le moi, le surmoi et le ça. Le surmoi et le ça, la morale et la libido ne se réconcilieront jamais parfaitement. Et quand je dis jamais parfaitement, c'est un euphémisme. En vérité, ça ne se réconcilie pas du tout. Et constamment, voilà, la morale nous impose la fidélité et le sexe nous dit le contraire en permanence. Bon. Et donc, toute cette sorte de choses appartiennent évidemment aux déchirures de la vie qui sont absolument structurelles aux yeux de Freud. C'est pourquoi Freud pensait que le freudo-marxisme était la plus grande imbécilité de toute l'histoire humaine, c'est en quoi je le rejoins parfaitement. Voilà ce que je voulais vous dire sur le tragique. Vous voyez que c'est une catégorie très importante parce qu'elle permet de sortir de la vision morale du monde et en même temps elle permet de sortir aussi du pessimisme et de l'optimisme. Une toute petite dernière image que j'aime beaucoup quand même.
Hegel avait fait une critique assez remarquable de l'ironie romantique, qui va très bien aujourd'hui pour les journalistes. Il avait, au fond, ce qui caractérise l'ironie, c'est le fait qu'on se moque de tous les contenus, quels qu'ils soient. N'importe quel contenu que vous recevez, vous le tournez en dérision. C'est ce qu'on fait dans les émissions à la con, genre Ruquier et tout ça. Bon. Et donc, on tourne en dérision, quoi qu'il arrive. Ça, même, et si possible, si c'est un peu tragique, un peu pathétique, alors c'est encore mieux. Là, on va faire des plaisanteries sur les gamins qui sont morts dans une avalanche ou que c'est. On tourne en dérision. Hein, tous les contenus, quels qu'ils soient. Mais ce que montre Hegel de manière géniale, comme toujours chez lui, c'est que cette attitude de liberté souveraine est en vérité, elle se renverse dialectiquement en son contraire. C'est-à-dire que, en fait, le souverain ironiste, si je puis dire, l'humoriste permanent, le journaliste qui se croit supérieur à tout le monde parce qu'il tourne en dérision ou en ironie tout ce qu'il reçoit et qu'il ne se laisse pas compter par l'invité qu'il a dans son émission et qu'il est toujours dans la critique et dans l'ironie. En vérité, cette fausse liberté est bien une fausse liberté parce qu'il est totalement dépendant des contenus qu'on lui soumet. S'il n'y avait pas ces contenus à tourner en dérision, il serait au chômage. De la même manière pour Don Juan. En fait, vous avez trois personnages qui tombent sous cette critique, qui sont Don Juan, le journaliste, et le moraliste. Don Juan se croit très libre vis-à-vis des femmes, mais s'il n'y avait pas constamment des petits objets à consommer, hein, cela est charmant, comme dit Don Juan dans Molière, en regardant les femmes sur la plage, des silhouettes. S'il n'avait pas des silhouettes à consommer, si je puis dire, et à recracher après, il ne pourrait pas exercer sa liberté. Donc il est dépendant d'un contenu sans lequel il ne pourrait pas vivre. Même chose pour le drogué. Le drogué se croit libre, comme l'ivrogne, mais en vérité, il est dépendant de sa drogue. Le moraliste, c'est la même chose. Et c'est pourquoi je déteste, au fond, les moralistes, d'une certaine manière. Enfin, cette position, je ne parle pas des personnes, mais le moraliste, attendez, s'il n'y avait pas de salaud, il serait au chômage. D'où le besoin à tout prix d'inventer un Poutine abominable, parce que ça permet à l'intellectuel anti-Poutine d'exercer sa moralité, de montrer aux yeux de tous à quel point c'est un type bien. Parce que quand vous critiquez le mal, vous montrez par contre-coup que vous êtes un type formidable, que vous incarnez la morale, vous êtes du côté des droits de l'homme, ce qui est très courageux aujourd'hui, hein, n'est-ce pas? On défend les droits de l'homme plutôt que les tortionnaires nazis. Quel courage, admirable. Et donc, mais si le salaud n'existait pas, le moraliste n'existerait pas non plus. Hein. Et donc là aussi, la catégorie du tragique, elle permet de dépasser le journaliste ironique, Don Juan, le drogué et le moraliste, qui sont au fond des figures assez identiques toutes les quatre. Merci de votre attention. Voilà.